L'épisode 2 de la saison 2 a porté à l'écran l'histoire la plus controversée du jeu, tout en donnant vie à une séquence de combat majeure unique à la série. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Soyons honnêtes, l'épisode de cette semaine ne parle que d'un seul sujet, la mort de Joel Miller. De ce fait, l'épisode suscite certaines attentes. Le meurtre de Joel par Abby laissera un impact aussi profond que possible dans la vie d'Ellie, qu'elle ne pourra que combler par une vengeance. Et tout le reste de l'épisode visera à garantir que cela se produise. C'est le moment déclencheur de la suite de l'histoire. Le moment crucial. Il est donc décevant que, pendant la majeure partie du deuxième épisode, il semble être une réflexion secondaire, un élément secondaire d'une séquence de combat explosive, quoique palpitante. Aucune des deux moitiés de l'histoire n'est mal exécutée, loin de là, avec un style visuel captivant et bien porté par les personnages. Mais le tout n'est pas du tout satisfaisant. L'épisode est en partie une ode à la séquence du gouffre de Helm avec un peu de Durieux, et en partie une analyse froide et brutale du meurtre comme moyen de clôture. Ce dernier point est la pièce maîtresse du puzzle, et pendant la première moitié de l'épisode, la tension monte magnifiquement, culminant dans une séquence merveilleusement claustrophobe où Abby se débat dans la neige sous une clôture qui cède sous une horde infectée. La pression générée est suffocante et illustre parfaitement l'acharnement des infectés. Elle est précédée d'une scène véritablement obsédante de ses poursuivants émergeant du sol et se décongelant comme des petits pois congelés incroyablement furieux, tandis que la caméra s'arrête pour révéler l'ampleur de leur nombre. C'est une représentation astucieuse des couches de mal qui nous sont exposées dans cette deuxième saison. L'avalanche d'infectés nous fait craindre pour Abby, un personnage pour lequel nous devrions avoir très peu de sympathie, compte tenu de ce qu'il a amené à Jackson. L'ironie du sauvetage de Joel n'échappe à personne. Il est donc dommage que l'attention de ce scénario soit complètement relâchée par un long détour vers la ville, nouvelle cible de la colère des infectés. Cela efface tout enjeu émotionnel de l'épisode pendant une bonne partie du temps, car les personnages auxquels nous sommes le plus attachés se retrouvent hors des murs, loin de l'assaut. L'épisode 2 est un film à petit budget, et si la première saison était sobre dans son approche contagieuse, il est rafraîchissant de voir le chaos se dérouler et le feu s'entrechoquer comme seul HBO sait le faire. La maîtrise de la production et les performances qui lui donnent vie sont indéniables. L'invasion est parfois filmée de manière époustouflante, avec des personnages grouillants comme des fourmis et des claqueurs rugissants surgissant de la neige avec un niveau de détail incroyable. Le moment de la bataille elle-même est indéniable. La brèche du colosse et la riposte au lance-flammes qui s'ensuit sont une œuvre d'art remarquable, mais hormis Tommy et sa famille, notre lien avec ces personnages sont limités. Par conséquent, la bataille sert presque de distraction à la mort de Joel, éclipsée par la grandiloquence. La scène fatidique elle-même est bien construite, mais semble en décalage avec une grande partie de l'épisode. Je tiens à préciser que je suis un grand fan de The Last of Us Partie 2 et des décisions audacieuses du jeu. Ce moment m'a donné un coup de poing dans le ventre, me choquant par sa violence crue et sa soudaineté. Peut-être suis-je devenu insensible à sa brutalité après l'avoir vécu plusieurs fois, mais je pense que ma réaction mitigée à l'épisode 2 est aussi due à l'absence de calme avant la tempête. Alors que notre attention est portée sur ce qui se passe à quelques kilomètres du pavillon réquisitionné par Abby et ses camarades, nous sommes soudainement plongés dans la torture avec la reconstitution du coup de fusil rapide et dévastateur du jeu, dans le genou de Joel. Une fois dans le pavillon, la scène atteint son objectif. La caméra instable capture un malaise palpable tandis qu'elle parcourt la pièce. Tandis qu'Owen, Mel, Manny et Nora échangent des regards gênés, ils contrastent fortement avec Abby, froide et menaçante, prise d'une colère qui inspire la peur à ses plus proches alliés. C'est une belle démonstration de l'étendue de Kathleen Dever qui s'exprime pleinement lorsqu'elle sombre dans un état d'esprit presque sadique. Le lent déplacement de son regard déterminé vers un ensemble de clubs de golf à proximité, presque accompagné d'un sourire. Je suis partagé quant à la méthode utilisée pour le départ de Joel. D'un côté, j'aime le côté définitif du manche du club niché dans son cou et la façon dont Abby s'en va, presque comme un monument à sa victoire. Cela offre aussi une belle symétrie avec le moment où Joel se retrouve empalé dans la saison 1. Mais cette fois, Ellie ne peut rien y faire. Et bien que l'action soit indéniablement violente, le choc est en partie atténué, loin de la ponctuation brutale du dernier coup d'Abby. Alors bien sûr, Pedro Pascal n'est pas étranger aux scènes de mort sur HBO, et en décrivant la mort de l'anti-héros ou du méchant, selon le point de vue, il livre une performance impeccable. Il y a dans son regard une acceptation que son heure est venue et une reconnaissance qu'il doit payer pour ses décisions. On a peut-être du mal à croire que Pascal incarne ici un Joel de 60 ans, mais j'ai complètement adhéré à son interprétation plus douce d'un personnage que Troy Baker avait initialement rendu beaucoup plus brutal.
Un mot également à Bella Ramsey qui excelle à retranscrire la détresse d'Ellie. Ses cris sont sincères mais empreints d'une colère envers Abby qui ne semble pas prête à se dissiper. Il y a donc un choc dans cette séquence et dans les quelques 15 minutes où elle constitue le seul sujet de l'épisode. Il est tout simplement dommage qu'une si grande partie du temps d'exécution soit consacrée à une histoire qui aurait sans doute pu faire l'objet d'un épisode à part entière. Le rendu est parfois époustouflant, mais voir des personnes que nous connaissons à peine succomber aux vagues d'infectés nous éloigne trop souvent du cœur émotionnel de l'épisode. C'est un rare manque de la part d'une équipe créative qui a toujours su assembler ses moments forts avec beaucoup moins de difficultés. L'attaque contre Jackson est le plus grand changement de la saison 2 jusqu'à présent. Des indices annonçant un tel événement étaient apparus tout au long de l'épisode 1, le plus important étant donné à la toute fin de l'épisode. Les efforts d'expansion de Jackson se sont poursuivis pendant les 5 années qui séparent les saisons 1 et 2, notamment en déterrant les infrastructures déjà construites. Cependant, la découverte d'un tuyau a révélé la croissance d'un réseau de cordyceps sous la ville. Ces vrilles permettent aux infectés de communiquer entre eux. Lorsque ce réseau est attaqué pendant la construction, les infectés sont appelés à Jackson, ce qui incite la Horde à trouver la ville fortifiée, semant la dévastation sur son passage. Le créateur Nick Druckmann a déjà parlé de ces réseaux de cordyceps révélant leur fonctionnement. Nous voulions donner l'impression que ces éléments sont interconnectés, ils peuvent se dresser contre nous en masse. L'un des moments les plus incroyables de l'attaque contre Jackson est le combat de Tommy contre le Colosse, une mutation massive des infectés. C'est grâce au Colosse que les infectés s'infiltrent dans Jackson et, bien que les autres sèment le chaos, c'est le Colosse qui a le potentiel de semer le chaos grâce à sa force brute. Alors que le Colosse vise Maria, Tommy le distrait, l'éloignant de sa femme avant de se retrouver coincé. Heureusement, Tommy est armé d'un lance-flamme et peut déchaîner toute sa puissance sur lui. Bien que le Colosse semble sur le point de l'emporter, le feu finit par détruire l'infecté, qui s'effondre juste avant de s'attaquer au frère de Joel. La communauté de Jackson n'a pas seulement perdu Joel, elle a perdu d'innombrables civils et des éléments clés de la ville. Sa principale priorité sera donc de reconstruire après ces pertes dévastatrices. En tant que dirigeant de la communauté, Tommy et Maria seront probablement tiraillés entre ce qui est le mieux pour Jackson et leur propre désir de vengeance. Compte tenu de la complexité du système qu'ils ont mis en place, la reconstruction semble possible pour Jackson. L'attaque, bien que dévastatrice, n'a pas été aussi grave qu'elle aurait pu l'être. Jackson pense peut-être ses blessures pendant un certain temps, mais grâce aux défenses déjà en place, ils ont pu résister à l'attaque et n'en sortiront que renforcés. Abby avait exprimé clairement son désir de vengeance dans le premier épisode de la saison 2. Après que Joel a assassiné son père et le reste d'élus sur la Salt Lake City, Abby était déterminée à faire souffrir Joel, et elle a attendu 5 longues années pour le faire. À cette époque, Abby et ses amis ont trouvé de nouveaux alliés et ont rejoint une mystérieuse milice. Bien qu'ils aient la possibilité de tuer Dina et même Ellie, ce qui blesserait encore plus Joel, il est clair que le but ultime d'Abby est de venger son père. Dina et Ellie sont encore en vie à la fin de l'épisode, sous le choc de la tragédie survenue dans les montagnes surplombant Jackson. La principale interrogation concernant la saison 2 était son adéquation avec le jeu, notamment concernant la mort de Joel. Les rumeurs selon lesquelles la chronologie aurait été étalée et réorganisée ont laissé supposer que la disparition du personnage de Pascal interviendrait plus tard dans la seconde saison, certains pensant même dans la troisième saison. Cependant, avec l'épisode 2, ce n'est clairement pas le cas. Joel est mort, et la scène est extrêmement proche de ce qui se passe dans le jeu. Une différence majeure réside dans la personne avec laquelle Joel meurt. Dans le jeu, Tommy et Joel patrouillent ensemble, tandis que dans la série, Joel est avec Dina. Autrement dit, la scène de la mort de Joel est assez fidèle à l'histoire, notamment grâce à certains dialogues de Dever et Ramsey et à l'arme utilisée par Abby pour torturer Joel. Malgré l'atout majeur de l'attaque de Jackson, la mort de Joel de la même manière que dans le jeu laisse penser que le reste de la saison 2 restera assez fidèle à l'histoire déjà racontée. La vie d'Ellie sera irrémédiablement bouleversée par la mort brutale de Joel. Malgré sa colère envers Joel lorsque Abby le tue, son amour pour lui transparaît lorsqu'elle hurle à Joel de se relever avant de ramper, de s'allonger sur son corps sans vie. D'une certaine manière, Ellie perd son premier lien avec la communauté de Jackson. Bien qu'elle ait tissé ses propres liens, cela la déstabilise à bien des égards. La famille qu'elle a trouvée, Jessie, Dina, Tommy et Maria, sera toujours là pour elle, mais les répercussions émotionnelles pourraient la pousser à repousser tout le monde au moment où elle a le plus besoin de soutien. Après le massacre des Lucioles, l'avenir d'Abby et de ses amis semblait incertain. Bien qu'Abby souhaitait s'en prendre immédiatement à Joel, Owen la suppliait de se faire entendre et de leur laisser le temps de se ressaisir avant de s'en prendre à lui. Si la série continue à suivre le jeu, on découvrira qu'Abby et ses amis se sont rendus à Seattle. C'est là qu'ils ont rejoint le Front de libération de Washington, perfectionné leurs compétences et préparé leur voyage vers Jackson 5 ans plus tard pour tuer Joel. Après la mort de Joel dans le jeu, Abby et ses amis retournent à Seattle, où le Front de libération de Washington est en guerre contre un groupe qui a pris le contrôle de certains quartier de la ville.
The Last of Us partie 2 est principalement axé sur les cycles de violence et de vengeance. Pour les concrétiser, Ellie suit Abby et ses amis pour vivre sa propre aventure. Dans la deuxième bande-annonce de la saison 2, on voit brièvement 2 cavaliers s'approcher de Seattle, ce qui laisse penser qu'Ellie se dirigera bel et bien vers l'ouest. On ignore qui s'y rendra avec elle. Dans le jeu, Tommy décide de suivre Abby et ses amis en premier. C'est dans son désir de vengeance et laissant Jackson seul. On ignore encore comment et quand Tommy arrivera à Seattle dans la série, s'il y arrive. Un peu mi-figue, mi-raisin après cet épisode, franchement le jeu c'était beaucoup plus gore que ça. Là, ça passe presque crème on va dire. Toi qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous d'infecté, blablabla avec l'Evry et bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.